annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui tu es qui en traite d'études. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de gango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On le balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon camp me verse mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Pour la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand t'es peu de dire que tu vas épouser une babilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Ou sur le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon boîte, popo n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moyens, c'est la faute à Babia. Tu t'enchailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis c'est la faute à Babia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot là, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chimes à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Ton homme là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Le midi-fest te stresse, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Il existe un meilleur moyen d'éviter le stress des réclames. Ouais. C'est quoi avec vous, non? Il faut aller dans la chambre. Ah, que c'est la raison maintenant que tu fais au direct, tout le monde pas dans la chambre. Tu veux quoi?
Laisse-moi separer les parts, c'est pas. La fin de l'hégémonie du dollar a-t-elle sonné? La Chine a en tout cas décidé d'en finir avec la suprématie du billet vert. Le dragon s'apprête à libérer son premier contrat pour le pétrole brut avec sa propre monnaie, le yuan, adossé à l'or, une première qui pourrait bien créer un précédent. Élise Blaise. L'Empire du Milieu s'émancipe, c'est un énorme tremblement de terre annoncé depuis quelque temps. Avant la fin de l'année, la Chine devrait signer un contrat sur le pétrole dans sa propre monnaie, le yuan, alors que le dollar régit depuis toujours les échanges énergétiques. Adossée à l'or, la monnaie chinoise pourrait constituer une véritable aubaine pour les exportateurs de pétrole qui ne rechigneront donc pas à l'accepter. Au contraire, cette nouvelle possibilité de transaction ouvre bien des perspectives aux pays frappés par les sanctions américaines ou souhaitant tout simplement éviter les transactions en dollars. Un bouleversement planétaire qui s'inscrit dans l'évolution progressive de la place de la Chine dans le monde. L'essayiste spécialiste en géopolitique Hervé Juvin nous explique les différentes étapes qui ont permis au dragon d'ouvrir ses ailes. La Chine est passée de la petite à la moyenne aisance et aujourd'hui elle entend passer au rêve chinois. Et le rêve chinois, elle le réalise en acquérant peu à peu sur le plan économique et aussi sur le plan géopolitique des positions majeures. La Chine est à l'origine de la création d'une banque de développement extérieure aux institutions de Bretton Woods que les Américains ont essayé de s'aborder et ils n'y sont pas parvenus, puisque la plupart de leurs alliés, à l'exception du Japon, figurent au capital de cette banque de développement dont l'initiative a été chinoise et russe et qui rassemble l'ensemble des BRICS. La Chine a créé, il y a maintenant 2 ans, un marché de l'or physique totalement indépendant des marchés américains et londoniens qui contrôlent, il faut le dire, qui manipulent les cours de l'or. C'était une autre décision très importante parce qu'elle peut préfigurer un nouvel ordre monétaire mondial à venir. Puis leur troisième décision très importante, c'est de promouvoir les règlements de l'énergie, en l'occurrence du pétrole, en yuan. Bien au-delà de ces transactions, ce bouleversement monétaire représente un véritable danger pour les États-Unis, dont la stratégie reposait sur une ambition claire, contrôler l'ensemble du système énergétique mondial, a fortiori du pétrole. Hervé Juvin nous rafraîchit la mémoire. L'histoire du pétrole est une histoire sombre. Les États-Unis ont toujours affirmé que le contrôle du pétrole, le contrôle des sources d'énergie et des pipelines était pour eux un enjeu absolument stratégique. Une partie des affaires syriennes ne s'explique pas sans cela, une partie de l'invasion, de la destruction de l'Irak ne s'explique pas sans cela, une partie des manipulations qui visent à empêcher les pipelines, les gazoducs russes d'approvisionner l'Europe ne s'explique pas sans cette stratégie américaine. Le monde entier est dépendant de l'énergie, l'énergie doit être contrôlée par les États-Unis et payée en dollars. Ceux comme l'ancien président du pétrole italien, ceux comme certains dictateurs du monde arabe, je pense à Muammar Kadhafi, qui ont tenté de s'affranchir de la tutelle du dollar sur les prix du pétrole, l'ont payé quelquefois de leur vie. La Chine a donc un lourd défi à relever, mais si l'initiative est menée à bien et qu'une alternative au dollar se développe, le règne américain s'effritera peu à peu et c'est le monde entier qui pourrait se recomposer. La fin de l'hégémonie du dollar a-t-elle sonné? La Chine a votre analyse de ce qui se passe dans la zone euro aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On est dans une crise, on est dans une impasse, on ne peut pas en sortir? Mais écoutez, on a fait une erreur économique absolument invraisemblable sur la nature de la monnaie. Si je peux vous donner 2 ou 3 explications. Allez-y, je vous en prie. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Pourquoi une monnaie a de la valeur? Parce qu'après tout, ça coûte rien à produire, ça ne peut rien valoir ce truc-là. Là, une monnaie a de la valeur, il y avait 3 explications. Vous avez l'explication d'Aristote qui disait que la monnaie, c'était l'argent métal en Grèce, avait de la valeur parce que ça coûtait très cher à produire. Mais on sait qu'il y a la valeur travail, ça a été prouvé comme étant quelque chose qui ne marche pas. Donc on sait que en quelque sorte l'état or,
c'est une négation. Ça n'est pas une réalité économique. La deuxième, c'était Platon, qui disait, écoutez, la monnaie c'est une convention sociale, tous les deux on accepte la monnaie, donc ça va bien, c'est parfait. Et la troisième, c'était le Christ, qui a dit quelque chose de très profond avec l'histoire du pharisien et de la pièce. Quand on montre la pièce il dit, qui a-t-il sur cette pièce? On lui dit, il y a César. Et il dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la formule. La monnaie, c'est César. La monnaie, c'est l'État. L'État, c'est l'expression d'une nation qui veut vivre ensemble. Vous savez, c'est la définition de Renan. C'est une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Pour qu'une nation vive, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous délégue le monopole de la violence légitime. C'est l'État. Cet État, il a besoin de fonctionner, et donc il lève des impôts. Donc, ce que j'essaie de dire, si vous voulez, c'est que la nation et la monnaie, c'est l'envers et l'endroit de la même chose. Alors, vous êtes en train de dire que ça ne peut pas tenir. Puisque l'Europe n'est pas une nation, c'est une civilisation. Si vous voulez, il y a une monnaie française. Prenons un exemple. Les Français, d'après ce que je peux savoir, ont à peu près 70 fonctionnaires de plus pour 10 000 habitants que les Allemands. Très bien, ça m'est complètement égal. Si c'est le prix que la France doit payer pour avoir sa volonté de vivre ensemble, ça me paraît même une bonne chose. Si vous voulez, je n'ai rien contre d'avoir des... Mais qui paye ces fonctionnaires? C'est l'appareil productif français en fin de parcours. Mais si on se mettait, imaginons, à autoriser les transferts entre États, constituer un budget fédéral conséquent, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'euro tienne? C'est ce fameux saut fédéraliste. Dont on parle beaucoup, mais deux remarques là-dessus. Il faudrait que l'Allemagne transfère 8% de son PIB. Les réparations allemandes qu'elle n'a pas payées après la Première Guerre mondiale, c'était 2% du PIB. Donc vous imaginez comme les bourgeois de Francfort ou de Hambourg ont envie de payer pour que les Grecs prennent la retraite à 35 ans, je ne sais quoi, on ne travaille jamais. Ça donc, c'est la première remarque qu'il faut faire. Et ensuite, les subventions, ça déshonore. Regardez l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. L'Italie du Nord travaille et donne des subventions à l'Italie du Sud, et là, la seule chose qui a prospéré, c'était le crime, la mafia, les saloperies, la baisse du niveau de vie, etc. Donc, s'imaginer que si les Allemands nous transfèrent du fric, ça va être... On va se retrouver comme des bronze-culs à ne rien faire, payés par des gens qui bossent au Nord. C'est pas acceptable, c'est une honte démocratique. Mais alors, comment est-ce que tout cela va se terminer? D'où va venir l'étincelle qui va faire exploser la zone euro? Écoutez, c'est pas très difficile en général. Quand quelque chose ne peut plus durer, il s'arrête. C'est-à-dire que l'Italie est en train de faire faillite, le Portugal est en train de faire faillite, et l'Italie est beaucoup trop grosse pour qu'on puisse la sauver. Si vous voulez, c'est le 3e ou le 4e marché obligataire du monde. Les banques italiennes ont des dettes non recouvrables de 350 milliards d'euros, ce qui est 16% du PIB italien. C'est-à-dire que l'Italie, aujourd'hui, est en faillite. Nous avons une crise, vous savez, il y a un mot anglais qui dit solvency, qui est une crise dans le fond de solvabilité, et la Banque centrale essaie de la traiter comme si c'était une crise de liquidité. Vous ne traitez pas de la même façon. Quand vous avez une crise de solvabilité, dans le monde des affaires, quand une affaire n'est plus solvable, on la met en faillite, ses dettes tombent à 30% ou 20%. On n'est pas dans le cas d'une entreprise, on est dans le cas de pays. Il peut y avoir une décision politique à un moment qui sauve l'Italie, on ne sait jamais. Mais l'Italie, comment voulez-vous la sauver? Elle est complètement... Aujourd'hui, l'industrie italienne n'existe quasiment plus. Base 100 en 2000, quand l'euro est arrivé, c'était l'Italie, l'Allemagne, par exemple, sur base 100 en l'an 2000, production industrielle, le nombre de voitures, l'Allemagne est à 135, l'Italie est à 75. Alors, l'Italie a perdu 25% de sa production industrielle en 15 ans. Elle est foutue, elle n'a plus rien à vendre. Alors, elle est foutue, mais elle est encore, à ce jour, dans la zone euro. Alors, quand est-ce qu'elle va sortir? Dès qu'ils auront des prix libres, c'est que les systèmes convergent naturellement, si vous voulez. Là, c'est un système qui diverge. Et un système qui diverge devient explosif. Il ne peut pas... Or, la divergence ne cesse d'augmenter. Et à un moment ou à un autre, un système qui diverge explose. Et donc, l'explosion est inévitable. On va retourner aux monnaies nationales. Inévitable et surtout imminente. Et quand on sait les dernières prophéties que vous avez réalisées, encore prophétie, le mot est peut-être un peu fort, vos derniers pronostics, on a de quoi s'interroger. Merci beaucoup, Charles Gave.
Bon, bonsoir tout le monde. Comme vous savez, nous sommes toujours là pour tirer la sonnette d'alarme au niveau des fonctionnaires camerounais. Je vous mets un reportage. Non, je vous mets un reportage et on revient. Je vous mets le reportage. Où est mon machin? Vous voyez les fonctionnaires camerounais. Arrête, c'est toi. Comment? Enlève-moi ton bout là. Comment? Tu commences avec ici. Même quoi, mais ça. Je vous mets le reportage. Voilà. Regardez le travail des fonctionnaires. Quand je dis tous les jours qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle créer de la valeur ajoutée. Dans leur esprit, ça n'existe pas. C'est des gars qui sont là pour consommer. Ils consomment. Leur problème, c'est consommer. Et quand on dit consommer, ils consomment vraiment. Mais les bus là sont encore où? J'ai mis les bus là où? La monnaie binaire. Voici le chantier abandonné des limites. Je commence par ce reportage et je passe sur le deuxième. Le chantier abandonné de l'immeuble de la FECAFOOT. Ce chantier va bientôt fêter ses 9 ans et en 9 ans de bricole, voici tout ce qu'on a. Une poubelle à l'entrée qui attire les mouches, des herbes qui se confondent à la clôture en plantes fatiguées de supporter les urines des passants, des fers rouillés, des engins abandonnés et complètement abîmés comme cette pelleteuse, le sable et des papins envoient les disparitions par l'érosion. C'est écrit ici, chantier interdit au public. Et c'est plus qu'une évidence qu'il est effectivement interdit au public et même à la Fédération camerounaise de football. La FECAFOOT qui rend tout le monde fou et s'en fout de la République. Sa spectaculaire maquette affichée à l'entrée a compris elle aussi, il y a longtemps, qu'il valait mieux s'adapter au modèle actuel. Elle change de couleur pour ressembler à son chantier. Le définitivement provisoire chantier de l'immeuble FECAFOOT est aujourd'hui à l'image de toute la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire désordonnée, irrespectueuse des textes organiques, tripatouillage, pot de vin, trafic d'influence. Les situés alloués de Tchinga n'ont vraiment aucune ambition de déménager de ce lieu. Ces occupants ont compris qu'il faudrait mieux attendre le retour du Seigneur pour déménager. Les couloirs sombres et les murs vétustes chaque année. Pour l'anecdote, les travaux de ce chantier ont été lancés en 2012, bâtis sur une superficie de 2800 mètres carrés. L'immeuble comporte 5 niveaux. Le coût des travaux évalué à l'époque à 1,786 milliard de francs CFA. Un argent issu des retombées de la Coupe du Monde, catastrophique de 2010 en Afrique du Sud. Sans oublier au passage que cette parcelle de terrain a coûté une bagatelle somme de 200 millions. Nous voici donc 9 ans plus tard pour un chantier censé être livré en 2013.
les présidents et les comités de normalisation se succèdent depuis 5 ans à la tête de la Fédération camerounaise de football, mais le chantier, quant à lui, n'a connu aucun changement. Ça, c'est un. Ça, c'est la première vidéo. Je prends la deuxième vidéo. Je prends la deuxième vidéo. Je prends la deuxième vidéo pour faire je parlais avec un gars aujourd'hui. Je lui dis, le problème, je parlais avec un monsieur aujourd'hui, je lui dis que vous confondez le bonheur et la richesse. Je vais revenir sur ça. Il y a des gens qui sont bêtes. Je vais revenir sur ça. Les gens confondent le bonheur et la richesse. Je vais revenir sur ça, mais d'abord, on parle d'abord du sujet. Et le gars m'a raconté des histoires, mais gars, mais tu es malade. Tu confonds. 23 bus stationnés depuis février 2022 ici, dans le parc, dans des plus grands... Mais que tu confonds tout. Je comprends pourquoi tu as de la difficulté à comprendre beaucoup de choses. Si tu mélanges le bonheur et la richesse, c'est pas la même chose. Voilà. Je mets ça, après on revient. « 23 bus stationnés depuis février 2022 ici, dans le parc, dans des plus grands concessionnaires locaux, Volvo. Nous sommes au quartier Aala, à Yaoundé, 2 km après le lieu dit barrière sur la route nationale numéro 3. Les bus Marco Polo Volvo, parqués ici par leur propriétaire Transuvoyage, sont ceux ayant transporté courant janvier et février les équipes hautes de la CAN au Cameroun. Les conduits sont encore à point. Ce sont d'engins neufs achetés en Égypte chez un concessionnaire Volvo et réceptionnés à Quai au mois de décembre dernier au port de Douala par le ministre des Transports au compte du COCAN. À date, un seul manque à l'appel ici à Aala, celui des Lions Indomptables, stationnés au siège de la FECAFOOT en attente de rétrocession. Ces 24 bus, propriété exclusive de Transuvoyage, avaient complété la flotte automobile de la CAN à un peu plus de 300 engins roulants. Des 20 bus flambant neufs et des bus et véhicules de tourisme déjà utilisés, loués chez des agences de voyage telles Buca et une foultitude d'opérateurs de location auto. Le coût de l'ensemble de la prestation, 1 970 millions de francs CFA environ. Une transaction ayant fait l'objet d'un marché public dont le paiement est en cours. Il ne s'est donc pas agi pour l'État du Cameroun d'acheter des bus, minibus, 20 bus et véhicules de tourisme pour la CAN. Un marché a été attribué à un prestataire privé conformément au code des marchés publics. La charge de ce dernier, affréter les véhicules, recruter les chauffeurs et carburer les engins avant, pendant et après la CAN. Pour l'heure, les engins loués localement parmi les 24 autres bus ont été rebrandés et remis à leurs propriétaires qui les ont remis bien évidemment en circulation. Quant à ceux achetés comme les 23 bus de joueurs, le proprio Transuvoyage en fera ce qu'il veut. Le 24e lui fait l'objet de tractations entre la FECAFOOT et Transuvoyage pour sa cession. Vous avez vu que ça, c'est ce que la FECAFOOT connaît, c'est ce que le fonctionnaire connaît faire. Le fonctionnaire, dans son ADN, tout ce qui l'intéresse, ce sont les rétrocommissions. Participer à l'émergence d'un tissu industriel local, ce n'est pas leur problème. Tout ce qui les intéresse, écoutez-moi,
on a 24 bus. Dans les 24 bus, on a loué, ça a duré 1 mois, on a garé. Soi-disant, le propriétaire va faire ça ce qu'il veut. Or, il y a au Cameroun une société qui monte les bus. Le fonctionnaire camerounais qui a le souci de la croissance de l'économie camerounaise et de la création des emplois vers le secteur privé, allait juste faire quelque chose d'élémentaire. Appelez Central, appelez Touristique Voyage, appelez Général Voyage, appelez Finesse, appelez Buka Voyage. Voilà les grands transporteurs interurbains du Cameroun. Ou bien appelez Amoumezam. On peut dire les 5. On prend les 5 grands transporteurs, on dit, chacun va passer la commande chez le constructeur de bus camerounais, Sotrabus, de 5 bus. Qu'est-ce que ça allait créer? En passant la commande à la Sotrabus, Sotrabus allait augmenter le personnel. Sotrabus allait augmenter le personnel, ça veut dire qu'il y aura création d'emplois. Après les 1 mois de transport de la canne, les bus sont reversés aux 5 agences de transport interurbain. Vous voyez, non? L'économie allait continuer à se développer et le secteur allait continuer à se développer. Au lieu de ça, comme ils ont un souci de faire sortir l'argent du Cameroun par tous les moyens, vraiment, il faut aller en Égypte chercher les voitures. Ils font aller en Égypte sortir les devises des caisses de l'État du Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Sortir les devises de les caisses de l'État du Cameroun, aller payer les bus chez un concessionnaire en Égypte, ramener au Cameroun. Et, Seigneur, parfois je dors, je me pose la question, comment le président Biya fait? Comment le président Biya fait? Voilà. Comment vous pouvez avoir une entreprise qui monte les bus à Douala? Je vous jure, dans cette transaction, dans les 1 milliard, dans les presque 2 milliards, l'État du Cameroun allait voir rester dans ses caisses au moins 1 milliard. Au moins. Allait tourner dans le Cameroun, ils allaient payer les ouvriers. Mais non, c'est pas ça le problème du fonctionnaire. Qui a la radio là-bas? Putain de merde. Vous êtes chassé de là, hein? Les fonctionnaires de l'État du Cameroun, ça ne les intéresse pas que le secteur privé, que l'industrie fonctionne. Ce n'est pas le problème. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien avec les gens du JICAM. Les gens du JICAM ne font que du bail, c'est là. Ils font rien, ils créent rien. C'est tout. C'est tout.
Et quand je vois ça, je dis que ouais, président Paul Biya, vraiment, ça sera compliqué. Vraiment compliqué. Il ne sait pas comment il va faire pour s'en sortir. Il est quadrillé de partout. De partout. De partout. Il vole comme des souris. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il vole comme des souris. Il dépasse même les souris. Voilà un bâtiment. Le siège de la Fédération camerounaise de football. Comment comprendre qu'un bâtiment pareil à 1 milliard n'est pas fini? 1 milliard. Je vous ai interdit de m'aborder là-bas. Hein. Quittez de là. Un milliard, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais c'est pour ça que la FECAFOOT n'avait pas de direction de la comptabilité. C'était une épicerie villageoise. Les salaires étaient payés à main levée. À main levée. Il dit que je vais vous taper. Si vous continuez, je vais vous taper. C'est même pas ça. Allez, dans la chambre. Momo ne rit pas. Quand tu dis comme ça là, mon frère, j'étais moi ça tranquille, il faisait mes directs. Les fonctionnaires camerounais, je ne sais pas. 1 milliard, voilà la maison d'1 milliard. Et poussière. Ah, mais Eto'o va souffrir là-bas. Il va souffrir là-bas terriblement. Il va souffrir. Mais Eto'o va souffrir là-bas. Et bien Barry Boya. On va faire comment? On va faire comment? Wow. On crée les entreprises, ils tuent. On crée ceci, ils volent. On fait ceci, ils volent. Maintenant, je vais vous mettre une autre vidéo. Voilà. Regardez. On dit aux gens, voici encore l'autre. Regardez. Pardon, je veux que vous écoutiez comment quelqu'un est en train de parler. Écoutez vous-même. Écoutez vous-même ce qu'il dit.
Lorsque l'État se rend compte lui-même et que les éléments qui peuvent permettre au club de s'autonomiser ne sont pas encore mis en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de recettes audiovisuelles, les stades ne donnent rien, parce qu'à l'époque on n'avait pas de stade comme ce qu'on a aujourd'hui. Et le club n'avait pratiquement aucune ligne budgétaire en dehors de ce que les présidents du club pouvaient se battre. Du coup, la subvention devient éternelle. Les clubs ne font pas d'efforts. Hein? Non, vous savez, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'avantage acquis. Lorsque vous mettez en place un mécanisme avantageux pour combler un déficit conjoncturel ou structurel, lorsque vous devez arrêter cet avantage-là, vous devez vous assurer que les conditions structurelles qui devaient amener les clubs à s'auto-financer sont remplies. Ces conditions ne sont pas remplies. Il y a une redevance audiovisuelle. Aujourd'hui, la meilleure recette que nous avons fait à Douala, pendant tout notre séjour là-bas, la meilleure recette était de 360 000. Il y a eu des matchs où on avait un solde négatif, c'est-à-dire que c'est nous qui devons verser sans la fédération. Nous allons donc on se retrouve dans cette situation-là. Oui. Vous attendez que les clubs aillent chercher quel autre financement. D'accord, je vous comprends très bien, monsieur. Alors, le principe c'est, je suis au groupe L'Anecdote à Lyon 4. Je dois recevoir une aide de M. Mia sur 2-3 ans. Il m'a promis, j'ai dit une aide. Je dois recevoir une aide à la 3e année parce que je n'arrive pas à m'affranchir d'un certain nombre de choses. M. Mia ne m'a pas aidé. J'ai dit, ok, il faut que je fasse du chantage à M. Mia, que je l'amène à justice, que je le reste en justice parce qu'il ne m'a pas aidé. Alors, vous dites aujourd'hui, le championnat pourrait être arrêté parce que l'État et la fédération ne vous ont pas aidé, c'est bien ça. Donc, il est possible que nous connaissions un débrayage du championnat les prochains jours. Comme ça l'a été il y a 2, 3, 4 ans, 5 ans, sous Tombia Roko, sous Sedombo Bunjoya, on revient avec la même rhétorique de chantage des clubs. Il ne s'agit pas d'un chantage, il s'agit de la revendication d'un certain droit. Vous savez, le droit dont c'est les questions. Vous avez évoqué un contrat de partenariat de 3 ans. Si on fait un contrat de partenariat clair et que vous signez que je signe, ça vous engage, ça m'engage. Ok? Au bout de 3 ans, soit on fait un renouvellement par tacite condition, soit on décide que bon ben le partenariat s'arrête, personne ne va faire le chantage à qui que ce soit. Maintenant que vous prenez la résolution unilatérale, vous dites que bon ben nous on va faire ceci, vous accompagnez. Et que vous dites que c'est 3 ans par exemple, au bout de 3 ans, vous constatez que c'est-à-dire les éléments probants qui devaient permettre à ce que l'État puisse se retirer sans laisser vide, que ces conditions n'ont pas été remplies et que l'État continue. Nous tombons dans ce que même les Sénégalais s'appellent la théorie de l'avantage acquis. Il faudrait que pour que l'État se retire, qu'il s'assure qu'effectivement les éléments qui devaient concourir à viabiliser le football professionnel, ces éléments-là sont bel et bien mis en place. L'État, heureusement, est en train de faire un bon pas de ce côté-là. Il y a déjà des stades qui sont là, et vous voyez que, et j'en suis sûr, que d'ici la saison prochaine ou la saison prochaine, on aura les télévisions qui vont s'intéresser à notre championnat. Et ça va déclencher le processus qui va permettre aussi à l'État de se retirer progressivement. D'accord. Comme l'État n'est pas encore arrivé à remplir complètement ses promesses, il pourrait arriver que vous ne repreniez pas le championnat pour ce qui est de la phase retour, c'est ça? Je vais vous poser une question. Posez-vous. Est-ce que le fait d'avoir vu toute la phase aller n'était pas un signe de très bonne foi de notre part? Parce que je vais vous dire, et si les clubs étaient des maîtres chanteurs, j'espère que ce n'est pas ça que vous pensez, si les clubs étaient des maîtres chanteurs, on n'aurait même pas démarré le championnat. On aurait dit que s'il n'y a pas d'argent, nous on ne peut pas. Mais aujourd'hui, nous sommes plus dans une dynamique positive. Et nous avons commencé le championnat, nous sommes déjà à la fin de la phase aller pour certains. Et le président Pascal Akoundé a même instruit que tous les autres clubs qui ont été programmés pour jouer des matchs de la phase aller ce week-end ou lundi doivent aller jouer. Parce qu'il s'agit de finir la phase aller. Maintenant, quand nous interpellons l'autre partie, nous leur disons, ça ne va pas. Accompagnez-nous. Faites en sorte qu'ensemble on puisse réussir le challenge
Le vrai challenge, c'est le renouveau du football camerounais. Et s'il ne vous accompagne pas, en amont, s'il ne vous accompagne pas, là vraiment je pose une question fermée, il ne vous accompagne pas, vous ne jouez pas, c'est ça? Je ne veux pas penser qu'ils ne vont pas nous accompagner. Bon, s'ils ne vous accompagnent pas, de l'autre côté. oui, s'ils ne vous Et je suis accompagnent pas. convaincu que notre patriarche, le Génas Mendy, qui est à la tête du conseil transitoire, lui va s'activer pour faire en sorte que, à la sortie de cette semaine, peut-être probablement la semaine prochaine, que vraiment nous appelle pour nous dire les bonnes nouvelles, pour nous renforcer dans notre et nous donner même raison dans notre volonté de bâtir ensemble un nouveau football encore plus attrayant. Et si le général ne vous appelait pas? Bon, je ne dis pas dans sa pensée, mais pour l'instant, je suis optimiste. Comme mes collègues sont optimistes, on pense que ça va bouger de ce côté-là. Oui, donc c'est à comprendre que si ça ne bouge pas, vous serez dans les capacités de reprendre le championnat. C'est pour cette raison que nous interpellons aussi le président Eto'o, qui est la hiérarchie suprême au niveau de l'Afrique Foot, de bien se pencher sur ce dossier. Nous lui avons dit, et nous continuons à lui dire, que nous sommes ensemble, nous sommes dans une même barque, nous allons t'accompagner, nous voulons t'accompagner, mais nous on n'est pas des complaisants. Nous on ne signe pas le chèque en blanc. Il nous a fait aussi des promesses, et nous avons pris bonne note. Nous lui disons seulement, Monsieur le Président, il faut nous comprendre, il faut nous accompagner, vous avez promis aussi. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Et nous avons même des nouvelles doléances qui ne sont pas aussi compliquées que ça. Et je suis persuadé que s'il nous écoute, s'il prend la peine de lire les résolutions là, il va voir que quelque part le président de club a ses raisons. Et que lui, parce que vraiment il nous appelle mon père, mais actuellement c'est lui notre père. Là où il est là, c'est lui le président. Même quel que soit nos amis ici maintenant, nous on est ses enfants, c'est lui le père. Nous on lui demande que monsieur le père, vraiment, venez au secours des clubs. Faisons en sorte que ce championnat attrayant, que lui, Samuel Eto'o, son équipe, veut le mettre en place. Il faut que ça aboutisse en étant attrayant, comme il a pu dire. Alors, oui, vous étiez le père hier, lorsqu'il venait s'agenouiller pour que vous composiez avec lui. C'était une bonne chose. Il faut un rassemblement autour du football camerounais. Et aujourd'hui, c'est vous les enfants. Et donc, si l'enfant n'arrive pas à manger, il ne pourra pas aller à l'école demain. Donc, il est possible que le championnat soit bloqué. C'est une situation à laquelle nous avons eu droit depuis bientôt 5 ans, c'est ça. Hein? C'est ce qu'on retient. C'est d'ailleurs l'une des résolutions de votre Assemblée Générale. Oui, tu me fais dire ce que je peux. Ça, c'est votre Assemblée Générale qui le dit. C'est pas vous qui le diriez, M. Liano. Nous avons fait des doléances. On va dire, aidez-nous pour qu'ensemble se sente la force de vraiment continuer à briller plus que jamais par rapport à ce qui a été bien fait à la première phase. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui veut bloquer le championnat, c'est celui qui va faire le saut. Nous, on a été clair, on est transparent, on dit vraiment, nous on veut jouer. Les enfants veulent jouer. Aidez-nous à jouer. Et nous sommes convaincus qu'il y aura des bonnes oreilles en face pour nous écouter et puis pour réagir afin qu'ensemble on puisse suivre notre chemin. Oui, on comprend que ça va être difficile puisque les présidents de club ont déjà donné ce qu'ils avaient pour la première phase du championnat qui est en train d'aller vers sa fin, tirer vers sa fin. Et donc, si la fédération et l'État ne réagissaient pas, il pourrait être possible que le championnat s'arrête momentanément avant de reprendre. Mais les délais internationaux courent. Une harmonisation au calendrier international FIFA-CAF est urgente. D'ailleurs, en cela que le calendrier du championnat avait été fait de sorte que les matchs se jouent de façon à intervalles réguliers. Nous allons revenir pour rentrer cette fois-là dans les résolutions de votre Assemblée Générale, quelques résolutions, mais avant cela, une petite pause avec une assurance qui pourrait bien évidemment aider quelques clubs. Une pause et on revient sur le plateau pour la suite des décryptages. Parce que penser à demain, c'est agir aujourd'hui, il est important de prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir sécuriser son avenir. Bienvenue dans votre micro-programme dédié aux assurances.
Ce programme vous est offert par Vision Assurance. Aujourd'hui, nous donnerons la parole à un expert du domaine des assurances qui vous parlera de l'individuel accident. Écoutons l'expert. Et pourquoi vous pensez, qu'est-ce que vous avez fait n'ayant pas été associé? C'est-à-dire, on nous a décidé directement, avec l'empressement, avec l'urgence qui s'était manifestée, on nous a directement donné affecté à des sites. Chacun partait découvrir le site là où il était affecté. Mais je peux vous dire que ce n'était pas du chocolat. On ne comprend pas que bon, les stades sont à Bepanda, à Aqua, là-bas à Japoma. Et je ne comprends pas comment on peut envoyer les gens à Makepe à Koto. Parce que vous partez de Koto, là où par exemple Fouazou était logé, pour arriver à Bepanda, ou au stade Mapelepe, ou même pour arriver au stade Japoma, il vous faut au moins 1 heure de temps. Et si c'est en semaine, vous êtes mort avec les embouteillages. Alors, et comment c'est arrivé que vous acceptiez justement des propositions d'une fédération ou d'un comité transitoire qui vous impose carrément des choses, alors que c'est vous les patrons de la fédération de ce comité transitoire? Les précédents exécutifs n'ont pas eu cette chance-là parce que vous étiez à chaque fois à couteau tiré. Mais cette fois-ci, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vous dicte carrément ce que vous devez faire, la nouvelle fédération et le nouveau comité transitoire? Non, je pense qu'il y a eu un décalage au niveau de la prise de décision. Parce que lorsque nous avons eu la réunion de pré-saison, là-bas, ça se tenait à Fekafoot, avec l'exécutif. Le problème de nous héberger dans le site ne s'était pas posé. Nous, on savait qu'il y avait un championnat et qui devait être joué en poule et qui devait se faire en aller-retour. Mais il n'avait pas été question de regroupement. Je pense que la réflexion est venue après. Et comme elle est venue après, comme vous êtes des assistés dans les obligés de la FECAFOOT, vous étiez obligé d'accepter. Parce que si vous refusez, ils ne vous donnent pas de subventions. Non, nous on avait déjà des subventions. On n'avait plus pas de subventions, on dit qu'on ne part pas là-bas. Si c'était le chantage, nous on ne fait pas le chantage. Mais nous avons dit que nous avons accompagné la fédération à réussir sa mission. Nous avons fait peu de compréhension par rapport à cette décision. Tout le monde est parti occuper et le site qui était attribué à Douai chacun. Et nous avons supporté. Il n'y a même pas de l'eau dans les repas. Est-ce qu'il y a des repas? Pourquoi on a l'impression aujourd'hui que... Nous avons quand même pris acte. Mais nous avons relevé que c'était des dysfonctionnements. Et parce que nous voulons coopérer, permettre au conseil transitoire et à la fédération d'avancer et positivement. C'est pour ça que nous avons relevé ces dysfonctionnements pour leur dire attention, ce n'est pas bon. On a supporté pour la phase aller, mais pour la phase retour, donnez-nous la latitude de vous aider en vous proposant nous-mêmes les hôtels et les défis qui vont avec, et vous n'aurez plus qu'à payer. Et nous, on sera confortablement installés à des endroits qui nous sied. Est-ce que vous avez demandé à la fédération comment il est possible qu'elle aille dépenser 4 000 francs CFA de plats de nourriture, là où vous dépensez 1 500 ou 2 000 francs CFA, qu'elle aille payer 20 000 francs de chambre d'hôtel, là où vous payez généralement 8 000 ou 10 000 francs CFA? Vous savez, je vous ai dit que la décision nous est tombée dessus. On était déjà à la veille des malades des matchs. N'oubliez pas que nous-mêmes on est arrivé dans notre hôtel après une difficulté parce qu'il était écrit sur la fiche que nous on était à Makepe. Arrivé à Makepe, personne ne savait où se trouvait cet hôtel-là. Il y a eu heureusement quelqu'un qui nous a dit que je connais un hôtel qui a ce nom-là, mais c'est pas ici à Makepe, et c'est là-bas à Koto. Donc on a continué notre route jusqu'à Koto. Et effectivement, l'hôtel en question était à Koto. Il nous a accueillis. Et je vous dis, lorsqu'on se trouve là dans cette posture-là, on essaie de gérer. Parce que vous avez un match le lendemain. Et si vous n'avez pas le lendemain au match, vous êtes forfait. Il faut avouer que cette fédération a la chance avec le président de club parce que sous d'autres exécutifs, vous bloquiez carrément, même si le match devait se jouer le lendemain. Mais dans votre assemblée générale, vous avez promis de chercher à savoir ce que
partenaire qui permet à la fédération de vous loger, de vous nourrir, à donner pour que la fédération vienne donner ce qu'elle reverse pour vos hébergements et restauration. Est-ce que vous avez été associé à la négociation avec ce partenaire MTN? Non, je vais vous dire une chose. Nous, on ne sait pas là où. Je suppose que la fédération a utilisé une ligne de ses dépenses pour pouvoir payer exceptionnellement les loyers de ces hôtels-là ainsi que la nutrition qui nous a été servie. Mais par contre, la doléance, du moins la résolution que les clubs ont eu à réaliser, c'est qu'ils voulaient avoir un éclairage sur la subvention, sur le partenariat avec MTN. Parce que les clubs, provisoirement, ont accepté de porter le logo MTN. Mais les clubs voulaient bien savoir qu'est-ce qui est leur part de retombée dans ce partenariat-là. C'est pour ça que les clubs ont demandé une clarification pour savoir, parce que le président et tout peut avoir des justificatifs, des motifs pertinents, comprenez, et que nous ne savons pas. C'est pour ça que nous voulons avoir une clarification, pour savoir que nous, les clubs, nous jouons contre les maillots MTN. Nous savons que c'était un ancien partenaire. Avant, il y avait des retombées. C'est pour ça que nous voulons savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui constitue d'abord la première boulevard et la quote-part qui nous revient. Même si certains clubs parlent en coulisses de procédures absolument floues et opaques, négociation avec ce partenaire MTN. C'est exactement ce que certains clubs disent. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais ce que je sais, c'est que le Fonds Azur Élite, au même titre que la plupart des clubs, ils jouent avec le logo MTN. Et que le Fonds Azur n'a pas été associé à la négociation? Non, on n'a pas été associé à la négociation. Mais à tout le moins, on aurait souhaité que la hiérarchie de la SEC soit associée. Je vais vous dire comment la différence avec ce qui se passait avec la LFPC, la défunte LFPC, si on peut l'appeler comme ça, c'est qu'elle est juste mise entre parenthèses. C'est-à-dire que la Ligue, lorsqu'elle discutait de négocier les partenariats, que ce soit avec n'importe quelle institution, d'office, les clubs avaient 70% et 30% revenaient à la Ligue qui était chargée de gérer les compétitions. Bon, là, par contre, c'est vrai que le conseil territoire a été mis sous pied très tardivement par rapport au démarrage du championnat. On a eu vent de rien du tout. Et c'est pour ça que nous, les clubs, on demande une clarification. On voudrait savoir. Est-ce que vous attendez à les avoir? La fédération vous les donnerait? Normalement, s'il est avéré que il y a eu un montant que la fédération a obtenu et qu'il fallait que les clubs récupèrent leur part, il faudra bien que on entende. Parce que c'est aussi ça qui concourt au paiement de salaire des joueurs et des encadreurs. Il faut bien qu'il y ait des entrées d'un côté et pour nous permettre de payer aussi. Je voulais dire tout à l'heure que les plus grands revenus des clubs, c'est quoi? Il y a d'abord la audiovisuel, il y a les partenariats avec les entreprises, il y a les entrées de stade, il y a les recettes de stade, et maintenant il y a l'apport de dirigeants. Ça peut être les apports en capital, ça peut être les apports en compte courant. Et voilà le package qui concourt à faire ce que j'appellerais le budget des recettes de... C'est quoi la différence aujourd'hui, Norbert Nia, entre l'ancien comité transitoire de gestion du championnat géré par Alim Konaté et le comité d'aujourd'hui géré par le général Semenga? Bon, je dois dire que le CTT a fonctionné pendant une saison. Et parce que le CTT n'avait pas de personnalité juridique, ça a créé des gros problèmes. Ensuite, c'est Africa Foot qui est même à gérer, la saison dernière. Et cette Africa Foot a fait des dotations au club. Et
que mes pères me disent de rappeler, parce que la dotation que la FECAFOOT a fait l'année dernière au club de Liwan, c'est chiffré pour de 28 millions. Par exemple, c'était pas de Liwan, et dit que c'était 28 millions. Donc, et dans les 28 millions, il y avait 4 millions de primes de développement. Donc, si je regarde, je fais une comparaison entre les deux chiffres, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, on a un peu régressé. Oui, aujourd'hui, il y en a 3, hein, 3 millions de primes d'équipement. 3 ou 2. 3 millions de primes d'équipement. Primes d'équipement, oui. 20 millions en Eliwan. On a déjà eu une avancée dessus de 9 millions. 9 millions. 3 millions, c'était pour l'équipement. Donc, on a eu une avancée de 9 millions. Au vu de cela, il faut aussi savoir ceci. Ouais. La dotation, c'est qu'à faute. C'est pas pour payer le salaire. La FECAFOOT a toujours fait une dotation destinée à soutenir les propres professionnels. Vous comprenez? Il y avait plutôt la subvention de l'État du Cameroun. C'est ça qui était décidé à couvrir la rémunération des joueurs et des encadreurs. Et je dirais, quand je dis couvrir, moi, c'est un grand, c'est-à-dire ça venait en appui au paiement du salaire des joueurs et encadreurs. Et c'est bon tranquille. Le corps avait toujours complété pour payer les salaires de leurs joueurs et leurs encadreurs. Oui, alors, et est-ce que vous regretteriez aujourd'hui les anciens exécutifs, Seydou Mbonjoya, par exemple, comparé à ce que vous vivez aujourd'hui? Je ne fais pas de comparaison en tant que tel, puisque la saison n'est pas terminée. Et c'est pour ça que nous sensibilisons les exécuteurs actuels pour dire que pour être meilleur que l'ancien exécutif, il faut faire mieux que cet exécutif-là. Et je suis persuadé que l'actuel exécutif peut faire davantage et suffisamment pour que, ensemble, on puisse terminer une saison vraiment de très haute qualité. Vous seriez des présidents de club qui regrettent d'avoir choisi l'exécutif actuel? Non, je m'arrête là parce que quand je suis le papa, s'il parlait, c'est ça qui arrive lorsque vous laissez une mafia s'installer dans un secteur, dans un pays. Lorsqu'on laisse une mafia s'installer, ça donne ce que vous voyez. Ça donne ce que vous voyez. Et le journaliste qui pose les questions, c'est comme si il est un revanchard. C'est comme s'il ne sait pas de quoi on parle. Vous regrettez ci, vous regrettez ça. Mais le championnat appartient à la fédération. Chaque club a d'abord son sponsor à lui. Et maintenant, le sponsor de la fédération. C'est-à-dire, chaque club a d'abord son sponsor personnel. Donc, vous voyez, la CAF va mettre ses sponsors ici. CAF, Total Énergie, les maillots que vous avez vus. Attendez, je vous montre. Pas loin.
Ouais, ça c'est pour les lions. Là au milieu, c'est le sponsor des lions. Ça c'est le sponsor des lions. Ici, il y avait une autre bande ici. Ici, vous avez en haut ici l'original du maillot. Ici, vous avez en haut ici CAF. Can Total Énergie. Dans le maillot original. C'est comme ça. Mais au Cameroun, les présidents de club décident. Ils ont créé un club de football. Ok. Ils attendent la subvention de l'État. Ils attendent la subvention de la fédération. C'est tout. La fédération leur dit, bon, cette année, moi, je vais vous loger, je vais vous nourrir. Ils disent à la fédération, il n'y a même pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Et quand tu entends parler, tu te dis, mais c'est terrible. C'est ce qui arrive lorsqu'on laisse une mafia s'installer quelque part. J'ai dit, il faut voter une loi au Cameroun qui durcit la création d'un club de football. Pour créer un club de football, il faut mettre des conditions. Que quand tu n'atteins pas tel stade, tu vas rester en national. Quand tu atteins tel stade, tu vas monter en deuxième division. Quand tu atteins tel stade, tu es éligible à passer en Elite One. Ce sont ces conditions qu'on va mettre sur pied qui va empêcher n'importe quel club de venir en Elite One. Vous comprenez? Donc, on va avoir des clubs qui ne vont jouer qu'en national. On aura des clubs qui ne vont jouer que à les championnats départemental. Il y aura que des clubs qui vont jouer comme ça, il ne peut pas monter parce qu'il n'est pas éligible à monter, à jouer à l'élite tout. C'est ça qui va faire en sorte que on va extirper les mafiosi. Les mafiosi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les clubs appartenant aux communautés. Ils ont tué l'Union de Douala. Le dernier club en date à tuer, c'est l'Union de Douala qu'ils ont tué. Chacun allant dans son village créer un club de football. Il n'y a que 2 clubs. Il n'y a que 3 clubs qui ont encore la dynamique de la communauté. Bamboutos de Mbouda, Aigle Royal de la Menoir et Unisport du Honkam. Donc les 3 clubs que je viens de citer là ont dans leur ADN, c'est la communauté qui donne la force au club. Les 3 clubs là. Les autres clubs, c'est la mafia. C'est la mafia. C'est la mafia. C'est pour ça que tu ne peux rien comprendre ce qui s'y passe. Quand j'entends le pater s'y parler, je pose la question de savoir, mais quand il vend un joueur, est-ce que vous savez que pour participer à un championnat,
Quand tu restes comme ça, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait même au bon Dieu pour être aussi naïf, être au niveau là où nous sommes là. On est naïf. Nous sommes très naïfs, très naïfs. Si l'État du Cameroun décidait de donner les subventions au club, si la subvention, c'est pas, je prends un exemple, le club de League One, si la subvention c'est 10 milliards, dans les 10 milliards de subventions, au moins, si l'État du Cameroun met 10 milliards pour la subvention au club, dans les 10 milliards, 5 milliards va aller à l'ouest. Vous voyez bien que la théorie de d'éclatement des communes s'applique, non? Là-bas, il faut batailler pour monter en première division, bien en deuxième division. Mais sauf qu'on a beaucoup de clubs. C'est ça qui est la question. Comme je dis tous les jours, nous avons accepté nous-mêmes s'exclure du système de fonctionnement au Cameroun. Il est temps pour nous. Je dis bien, il est temps pour nous d'arrêter de penser comme nous faisons là. C'est temps pour nous parce que, franchement, quand je vois tout ce scénario, je sens qu'on aura beaucoup de problèmes. Énormément. On a beaucoup de problèmes. Mais qu'à cela ne tienne, quelqu'un m'a dit, Abdel, il faut continuer. Ça a de l'impact. Continue. Mon frère, je vais continuer. Je vais continuer jusqu'à. Comme je vous disais tantôt, je causais avec quelqu'un. Il confond le bonheur à la richesse. Je lui ai dit, est-ce que tu sais ce qu'on appelle le bonheur? Mes chers amis, je lui ai dit, prends ton dictionnaire, lis ce que ça signifie bonheur. Et prends ton dictionnaire, lis ce que ça signifie richesse. Le bonheur est une chose que l'on vit dans son fond intérieur et dans son environnement. La richesse, c'est autre chose. La richesse, c'est autre chose. La richesse, c'est autre chose, mon frère. Ne pensez pas que comme tu as l'argent, beaucoup, comme tu as les maisons,
beaucoup à le bonheur. Non, mon frère. Non. Ce n'est pas ça. Tu rentres à la maison, réfléchis. Le bonheur, c'est pas ça. Tu crois que les jeunes filles qui vont à Dubaï faire du porte-à-porte à Dubaï, d'après toi, c'est le bonheur qu'elles recherchent? Hein? Non! Ça, c'est un monde ça, c'est de l'illusionnisme. C'est du papier. Mais lorsque les gens vont comprendre que l'argent, c'est un état d'esprit. L'argent, c'est un état d'esprit. Tu ne peux pas penser que ton bonheur passe par avoir l'argent à tout prix et par tous les moyens. Ça, c'est pas le bonheur. Si il faut que le bonheur te pousse à ce que chaque fois que tu te réveilles, tu rêves que tu es en train de manger les caca. Si toi, c'est le bonheur, mon cher ami, je vais te donner un bon conseil. Voilà. Lorsque tu restes comme ça là, tu regardes comment les gens se comportent. C'est le piège. Des gens mettent un système sur pied de vous déshumaniser. Vous tombez dans le piège. On vous déshumanise, vous tombez dans le piège. Lorsque vous tombez dans le piège, vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Ça va vous rattraper demain. C'est un cycle infernal. Dès que tu entres dans le réseau, tu es filmé, on t'appelle, tu dois venir. Tu ne viens pas, on va te publier. J'ai pitié de ces jeunes filles. Méprise, tu ne mens pas. Du moment où ils prennent le contrôle, ça devient un fourre-tout. C'est ça qui est la question. Dès lors qu'on a récupéré on a pris le contrôle, c'est la perversion qu'on a mis en avant. N'importe qui devient humoriste. On avait des comédiens au Cameroun. Defke Moktoy. Ochama Moribikie. Oncle Ochama. Jean-Michel Kankan. Massa Batri. Massa Moyo. Et Cindy Minja. Jimmy Bion.
On avait des comédiens. On avait des humoristes. Monsieur, il s'appelle qui là? Le gars Bamilekesi. Le gars qui disait qu'il faut faire pharmacie. Il faut faire pharmacie. Narcisse Kouakam. On avait des humoristes talentueux. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on voit tout. Avoir de l'argent à tout prix et par tous les moyens. Moi, je veux interpeller ces jeunes. Ils sont à la chasse du buzz. Le buzz à tout prix. J'ai vu une vidéo l'autre jour. Un jeune garçon qui vient parler. Hein, Ivana, tu sais ce que j'ai fait pour toi? Hein? Depuis que je te drague, tu ne m'as pas m'accepter. Comme le garçon qui a fait le montage. Ivana répond. Tu es mon fils. Hein, je suis ton fils. Je suis ton fils. Je suis ton fils. Tu m'as fait choix 5 fois. Laisse-moi prendre ma main, je regardais. Je dis, waouh. Les anciens comédiens d'avant, avant d'être comédiens, avaient d'abord un métier. C'est un peu ça qu'a pris exemple Ebenezer Kepombia Ntumba. Il est d'abord professeur, mais il a sa passion de la comédie et du cinéma. Il adore. Mais il a d'abord un métier. Je ne dis pas que l'humour n'est pas un métier. L'humour, c'est un métier à part entière. Mais sauf qu'il faut, quand c'est organisé, chacun peut gagner sa vie. Mais ce que nous voyons là, vraiment, c'est tuer le métier de l'humour, de la comédie. C'est tuer. Des gens vont à Dubaï, ils vont manger les caca, ils reviennent, ils trouvent que c'est bon. Moi, je vous dis, dans votre vie, il ne faut jamais marcher en regardant en haut. Parce qu'en regardant l'argent en haut, tu ne vas pas savoir où tu mets ton pied. Lorsque tu as réussi à dompter l'argent, l'argent descend. Tu baisses la tête pour regarder l'argent. En même temps, tu fais d'une pierre deux coups. Tu regardes l'argent en bas et tu regardes où tu poses le pied. Des jeunes filles vont à Dubaï. Paraît-il, on les a dit là-bas que ça donne l'argent. Le cheval, 30 millions. Le chameau, 75 millions. Ouais. Je vous en supplie, vraiment de Dieu, revenez à de meilleurs sentiments. Parce que si vous revenez à de meilleurs sentiments, tout le monde sera content. Ressaisissez-vous. Votre humanité est supérieure à tout. N'acceptez pas vous déshumaniser pour de l'argent. N'acceptez jamais. Si quelqu'un te dit, fais ça, je te donne l'argent, refuse. Mais par contre, si la personne là te dit, je veux que tu m'effectues un travail, je vais te payer. Mais ça là, ce n'est pas le travail. Qui veut pisser, il te dit, mets ta tête dans le bidet, il pisse. Il veut chier, il monte sur 2 chaises, tu te couches en bas, il chie.
et tu penses que tu vas continuer comme ça toute ta vie? Moi, je vous en supplie, je ne vous critique pas. Mais tout ce que je vous demande, c'est de vous ressaisir. On vous trompe. Je dis bien, on vous trompe. Il n'y a rien qui est au-dessus de ton humanité. Rien. Quand un individu arrive à ce stade, à te dire, couche-toi, je suis sur toi, il n'est plus un être humain. Dieu n'a pas été fou à dire que ça, ce qui sort de là, ça doit aller quelque part. Ça doit aller derrière. Dieu n'a pas été fou. Mais si lui, il trouve du plaisir à chier sur toi et demander que tu es sur ton visage avec, c'est un sorcier. Moi, je vous demande de vous ressaisir. Vraiment, je ne vous donne pas de leçons. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. C'est le conseil que moi, je peux vous donner. Je vous en supplie. C'est honteux de voir ce genre d'image. Vraiment honteux. Ressaisissez-vous. Je vous le dis tous les jours. Les pays africains n'ont pas été pensés par nous. Les pays africains, c'est un système mis sous pied pour nous exploiter. Pour cela, il a fallu fabriquer des blancs à la peau noire. C'est ça qu'on a là partout. C'est pour ça que les gens n'ont pas honte de voler 80 milliards dans un pays. Ils s'en foutent. Parce que dans sa tête, il ne sait pas l'importance de vivre en communauté en ne mangeant pas seul. Bon, ils ont reçu une certaine éducation. Faire en sorte qu'ils peuvent se lever et prendre dans la caisse commune 80 milliards, ils partent avec. Il n'y a pas un argent qui est plus sucré lorsque tu manges l'argent que de la sueur de ton front. Il n'y a pas ça qui est plus sucré. Tu souvent, quand il voit mon fils, il mange son argent, il est content. Quand il mange son argent. Que tu vois comment c'est sucré? C'est sucré, non? Apprenez vos enfants à travailler. Le travail, ça paye. Lorsqu'on habitue un enfant à travailler, il grandit avec.
Vous avez certains parents. Il a les enfants de ses frères à la maison. Quand il envoie son fils refuse. Il envoie l'enfant de son frère. Tu es en train de noyer ton propre fils, bien ta propre fille. Vraiment, à bon entendeur, salut. Se prend demain. Ça ferait vraiment mal, et je dis bien très mal. Je n'ai pas été délégué pour pouvoir décider le départ de... Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui rentre. Comment une fille peut demander qu'elle veut un iPhone 13? Tu habites en Kolomunda. Tu demandes l'iPhone 13. Tu es normal. Tu as tout ça dans la tête. Bonne soirée. Tu habites en Kolomunda. Tu demandes l'iPhone 13. C'est quoi ça? Aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire